Savais-tu que dans les tours de verre de nos capitales africaines, la distance la plus grande n'est pas celle qui sépare le rez-de-chaussée du bureau du PDG? Non. La distance la plus grande, la plus infranchissable, est celle qui sépare deux regards. Le regard de celui qui possède tout et celui de la personne qu'il ne voit même pas. Un fantôme qui nettoie ses traces, qui polit le marbre sur lequel il marche. Tu penses peut-être que c'est une métaphore, mais c'est la réalité la plus crue qui soit. C'est une histoire de pouvoir, de mépris, et de la façon dont la vie, dans sa grande ironie, peut inverser les rôles de la manière la plus brutale qui soit. Bienvenue. Ici, on explore les histoires qui se cachent derrière les apparences. Des récits qui te montrent la réalité, sans filtre. Des histoires qui te prennent aux tripes parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles parlent de nous, de nos faiblesses, de nos forces cachées. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Arthur, le titan de la finance, qui a dû supplier son ancienne femme de ménage pour survivre. Ce n'est pas un conte de fées, c'est le récit d'un homme qui avait le monde à ses pieds et qui a tout perdu, jusqu'à sa dignité. Ce qui lui est arrivé pourrait arriver à n'importe qui, et c'est ça le plus terrifiant. La roue tourne pour tout le monde, et quand elle décide de te broyer, elle ne fait pas de distinction. Reste jusqu'au bout pour comprendre comment un simple choix, celui de voir ou d'ignorer l'humanité en face de toi, peut mener au chaos ou à la rédemption. Abonne-toi pour ne rien manquer. Imagine le sommet. Pas n'importe lequel sommet. Le 32e étage de la Tour Ivoire, le cœur battant du quartier des affaires de la ville. C'est là que régnait Arthur. Tu dois te le représenter. Un costume taillé sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture d'un homme ordinaire. Des chaussures italiennes qui n'avaient jamais connu la poussière de la rue. Passant du tapis de son penthouse au parking souterrain, puis à la moquette épaisse de son bureau. Arthur n'était pas juste un homme riche. Il était une force de la nature, une incarnation du succès agressif et arrogant que notre époque semble tant célébrer. Quand il entrait dans une pièce, le silence se faisait, pas par respect, mais par peur. Sa voix était un instrument de pouvoir, capable de construire ou de détruire des carrières en une seule phrase lapidaire. Il avait ce défaut que je connais bien, cette peur panique de la médiocrité, une peur si profonde qu'elle le poussait à écraser tout ce qui lui semblait faible, ordinaire, pour se prouver à lui-même qu'il était au-dessus de tout ça. Pour lui, les employés n'étaient pas des êtres humains, mais des ressources, des noms sur une feuille de paie, des fonctions, des outils. Et parmi ces outils, il y en avait qui étaient si bas dans son échelle de valeur qu'ils en devenaient invisibles. C'est là que tu rencontres Maria Diallo, une femme d'une quarantaine d'années, veuve, mère de 2 enfants. Chaque soir, après que les employés de bureau sont partis, elle entrait dans ce monde de verre et d'acier avec son chariot de nettoyage. Elle était le fantôme du 32e étage. Elle connaissait les secrets de cet endroit mieux que personne. Elle voyait les restes de repas Belux dans les poubelles, les bouteilles de champagne vides après un contrat signé, les traces de larmes discrètes sur le clavier d'une assistante surmenée. Et elle voyait Arthur. Elle le voyait dans son état le plus pur, seul dans son bureau tard le soir, le masque de puissance tombé, le regard fixé sur les lumières de la ville qu'il croyait posséder. Elle ne le jugeait pas, elle observait, avec une sorte de mélancolie silencieuse, la solitude qui semblait émaner de cet homme si puissant. Il ne lui avait jamais adressé la parole directement. Pour lui, elle n'avait pas de visage, pas de nom. Elle était la femme de ménage. Un jour, dans un accès de rage après un appel téléphonique huleux, il avait jeté sa tasse de café contre le mur. Le liquide brûlant avait éclaboussé le sol. Il avait aboyé dans le vide « Que quelqu'un nettoie ça !» Maria était apparue, silencieuse comme toujours. Elle s'était agenouillée pour éponger le désastre, et le pied d'Arthur, dans sa chaussure à 1000 €, était resté à quelques centimètres de ses mains, presque sur la flaque. Il ne s'était pas écarté. Il ne l'avait pas regardé. Il était retourné à son bureau, comme si un esprit était venu effacer magiquement sa fureur. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Maria n'avait pas ressenti de colère, mais une profonde pitié. Elle avait vu la fragilité derrière la fureur. C'était le début de la fin, mais personne ne le savait encore. La chute d'Arthur fut aussi spectaculaire que son ascension avait été fulgurante. Le château de cartes qu'il avait construit reposait sur des fondations pourries. Des investissements risqués, des manipulations de marché, des promesses en l'air. Un de ses partenaires, qu'il avait trahi et ruiné des années auparavant, avait patiemment rassemblé des preuves. Et un matin de septembre, la bombe a explosé. Les journaux titraient « L'Empire acier s'effondre ». Des fraudes massives, des détournements de fonds. En 24 heures, son monde s'est évaporé. Les comptes en banque ont été gelés. Les actionnaires se sont retournés contre lui. Le conseil d'administration l'a démis de ses fonctions avec une brutalité qui aurait dû lui être familière. Ses amis, ceux qui buvaient son champagne et riaient à ses jokes, ne répondaient plus au téléphone. Il était devenu toxique, un paria. La descente a été vertigineuse. D'abord le penthouse. Les huissiers sont arrivés, froids,
et impersonnel. Puis la voiture de sport, la collection de montres, les œuvres d'art. Tout ce qui définissait son identité lui a été arraché. Il s'est retrouvé à la porte de son ancienne vie avec une seule valise, contenant quelques costumes qui semblaient maintenant être le déguisement d'un autre homme. Il a regardé la tour ivoire, son ancienne forteresse, et pour la première fois, il s'est senti petit, insignifiant. La pluie a commencé à tomber. Une pluie fine et pénétrante. Elle ruisselait sur son visage, se mêlant à des larmes qu'il refusait de laisser couler. Il a baissé les yeux et a vu son reflet dans une flaque d'eau sur le trottoir. Un reflet déformé, brisé, d'un homme qui n'était plus personne. Le roi était nu, et le fantôme qu'il n'avait jamais vu allait bientôt devenir son espoir. Les premières semaines furent un brouillard de déni et de panique. Tu dois comprendre ce que c'est que de tomber de si haut. Ce n'est pas seulement la perte matérielle, c'est la perte de soi. Arthur a d'abord logé dans des hôtels de luxe, payant avec la dernière carte de crédit qui fonctionnait encore, s'accrochant aux derniers vestiges de son statut. Il passait ses journées à appeler des contacts, mais sa voix, autrefois si impérieuse, était devenue celle d'un suppliant. Les réponses étaient toujours les mêmes, des excuses polies, des promesses vagues, des portes qui se fermaient. Puis la carte de crédit a été refusée. La chute a continué. Des hôtels de luxe, il est passé à des auberges miteuses, où l'odeur de désinfectant ne masquait pas celle de la misère. Il a vendu le peu qui lui restait, ses boutons de manchette, sa dernière montre. Chaque objet vendu était un morceau de son ancienne identité qui partait en fumée. Il a appris ce que c'était que la faim. Pas la petite faim qu'on calme avec un encas, mais la vraie faim. Celle qui tord l'estomac et brouille les pensées. Il a fait la queue dans des soupes populaires, le visage caché sous une casquette, la honte le rongeant de l'intérieur. Il a essayé de trouver du travail, mais son nom était une encre. Arthur Acier? L'escroc? Personne ne voulait de lui. Son arrogance passée se retournait contre lui comme un boomerang. Il avait brûlé tous les ponts, traité tant de gens avec mépris, qu'il ne restait personne pour lui tendre la main. Il est entré dans ce monde intérieur que je crains plus que tout. Celui de l'invisibilité. La peur de n'être plus personne, de ne plus compter aux yeux du monde. Il était devenu un fantôme, tout comme Maria l'avait été pour lui. Pendant ce temps, la vie de Maria suivait son cours, loin de ce chaos. Sa vie n'était pas facile, mais elle était construite sur du solide. Sur l'intégrité, le travail acharné et la communauté. Après la mort de son mari, elle aurait pu sombrer, mais elle s'était battue. Avec ses maigres économies, elle avait monté sa propre petite entreprise de nettoyage, Maria Propre. Elle n'avait que 3 employés, mais elle les traitait avec un respect et une dignité qu'Arthur n'avait jamais connus. Elle les payait à temps, s'inquiétait de leur famille, partageait ses repas avec eux. Son appartement était modeste, dans un quartier populaire, mais il était rempli de vie. Les rires de ses enfants, l'odeur du riz qui cuit, les voisins qui passent pour saluer. Elle n'avait pas de compte en banque à l'étranger, mais elle était riche d'une chose qu'Arthur avait perdue, des liens humains. Chaque semaine, Maria et ses enfants allaient bénévolement servir des repas dans un centre communautaire du quartier. C'était sa façon de rembourser sa dette à la vie, comme elle disait. C'était une façon de ne jamais oublier d'où elle venait. Et c'est là que leurs 2 mondes, si radicalement opposés, sont entrés en collision. Un mardi soir, alors qu'elle servait une louche de soupe de légumes, un homme s'est approché, la tête baissée. Il était maigre, le visage creusé par la fatigue, la barbe hirsute. Il portait des vêtements usés qui avaient connu des jours meilleurs. Il tendit son bol sans un mot. Maria le servit, comme elle l'avait fait pour des dizaines d'autres ce soir-là. « Que Dieu te bénisse », dit-elle machinalement. L'homme marmonna un « merci » à peine audible. Mais ce son, ce timbre de voix, grave même affaibli par la faim et la défaite, Maria se figea, la louche en suspens. Elle avait entendu cette voix des centaines de fois. Une voix qui donnait des ordres, qui humiliait, qui résonnait dans les couloirs du 32e étage. Lentement, elle a penché la tête pour voir le visage de l'homme. Ses yeux se sont écarquillés. C'était impossible, et pourtant... Les 13 étaient là, sous la misère. Les mêmes yeux sombres, maintenant vides de leur arrogance. Elle a lâché la louche, qui est retombée dans la marmite avec un bruit sourd. Le monde autour d'elle a semblé disparaître. Le bruit des conversations, le cliquetis des couverts,
tout s'est estompé. Il ne restait plus que cet homme, ce spectre de son passé. Elle a murmuré un nom, un souffle, un mot qui a traversé le gouffre qui les séparait. « Monsieur Arthur ?» L'homme m'a sursauté, comme s'il avait été frappé. Il a relevé la tête brusquement et le regard se sont croisés. Dans ses yeux, Maria n'a pas vu le titan, le prédateur. Elle a vu un homme terrifié, un homme nu, un homme piégé. Pour Arthur fut le moment de l'humiliation suprême. Être reconnu, ici, par elle, le fantôme de son ancienne vie témoin de sa déchéance absolue. Il voulait fuir, disparaître sous terre, mais ses pieds étaient cloués au sol. Le silence qui s'est installé entre eux était plus lourd que toutes les paroles du monde. Tu dois te représenter la scène. La file d'attente continuait derrière Arthur, les gens affamés et impatients, mais pour eux deux, le temps avait arrêté. Arthur, le bol de soupe tremblant dans ses mains, le visage décomposé par une honte si puissante qu'elle le paralysait. Maria, debout, le regardant. Un tourbillon d'émotions contradictoires la submergeant. La première impulsion de Maria fut un sursaut de satisfaction, une petite voix d'ombre en fond d'elle qui chuchotait « Le voilà, le grand homme, le voilà à tes pieds. La vie l'a puni pour toi. » Elle se souvint de toutes les fois où il l'avait ignorée, de son mépris silencieux, du café renversé. La tentation de tourner les talons, de le laisser à sa misère, de savourer cette revanche cosmique était immense. Mais ensuite, elle a vraiment regardé. Elle a regardé au-delà de l'ancien PDG. Elle a vu les mains tremblantes, la maigreur des choux, la panique dans ses yeux. Et la colère s'est dissipée, remplacée par autre chose. Une compassion profonde, presque douloureuse. Elle ne voyait plus son bourreau. Elle voyait un être humain brisé. C'est elle qui a rompu le silence. Sa voix était douce, sans une once de triomphalisme. « Venez », a dit-elle simplement. Elle a quitté son poste, a pris Arthur par le bras, un contact qui l'a fait tressaillir, et l'a conduit à une petite table à l'écart. Elle s'est assise en face de lui et a attendu. Au début, il ne pouvait pas parler. Les mots étaient coincés dans sa gorge par un nœud de chante. Il fixait son bol de soupe comme si c'était la chose la plus fascinante du monde. Puis, lentement, les mots ont commencé à sortir. D'abord un filet, puis un torrent. Il a tout raconté. La chute, la solitude, la faim. Il ne se plaignait pas, il ne demandait pas pitié. Il constatait d'une voix neutre et brisée la fin de son monde. C'était une confession. L'arrogance avait été entièrement lessivée, ne laissant que la carcasse vide d'un homme. Maria a écouté sans l'interrompre. Elle hochait la tête de temps en temps, son visage une toile de compassion. Quand il a eu fini, un long silence s'est à nouveau installé. Arthur a finalement relevé les yeux vers elle. « Je ne vous demande rien. Je ne mérite rien, surtout pas de vous. » Il y avait une finalité dans sa voix, comme s'il avait accepté son sort. C'est à ce moment que l'impensable s'est produit. Il a pris une profonde inspiration, rassemblant les dernières bribes de son courage. Mais si... Il a hésité, le mot l'écorchant la gorge. Maria a compris. Elle a vu la requête se former dans ses yeux avant qu'il ne puisse la formuler. Il lui demandait un travail. Pas un poste de consultant, pas un rôle de manager. Il lui demandait de cleaner, de faire le travail qu'il avait vu faire, le travail qu'il avait toujours considéré comme indigne de son attention. La dynamique du pouvoir s'était inversée de manière si totale, si brutale, que c'était en presque absurde. Le roi demandait à Trantôme la permission de balayer le sol de son ancien royaume. Maria a senti le poids de la décision. C'était plus qu'offrir un emploi, c'était offrir une seconde chance. C'était un acte de foi ou de malice. Elle pensait à ses enfants, à son entreprise. Engager cet homme, un criminel en col blanc aux yeux du public, était un risque énorme. Que diraient ses autres employés? Que diraient ses clients s'ils le reconnaissaient? Son instinct de survie lui criait de refuser, de protéger ce qu'elle avait si durement construit. Mais son cœur, sa foi, lui disait autre chose. Elle croyait à la rédemption. Elle croyait que personne n'est irrécupérable. Elle a regardé Arthur, qui avait à nouveau baissé la tête, s'attendant au rejet, au rire, au mépris. Il était prêt à tout encasser. Elle a vu l'homme qu'il était et l'homme qu'il pourrait devenir. Elle a pris sa décision.
Mais elle ne lui a pas donné la réponse tout de suite. Elle a vu qu'il avait besoin de quelque chose de plus fondamental qu'un jour à cet instant précis. Il avait besoin de retrouver un fragment de sa dignité humaine. Elle s'est levée. « Mangez d'abord », a dit-elle doucement, mais fermement. « La soupe va refroidir. » Elle a posé une main sur son épaule pendant une seconde, un geste simple mais incroyablement puissant. Puis elle est retournée à son poste. Le laissant seul, avec son bol, son espoir fragile et le suspense insupportable de son avenir. Arthur est resté là, immobile. Le contact de sa main encore chaud sur son épaule. Pour la première fois des mois, quelqu'un l'avait touché. Pas pour le pousser, pas pour lui prendre quelque chose, juste un geste humain. Il a pris sa cuillère et avec des mains encore tremblantes, il a commencé à manger. Le lendemain, Arthur s'est présenté à l'adresse que Maria lui avait donnée. C'était un petit local modeste, le siège de Maria propre. Maria était là, professionnelle et directe. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, seulement du sérieux. « Les conditions sont simples », a-t-elle dit. « Tu seras en période d'essai pendant 1 mois. Tu seras payé au salaire minimum, comme tout le monde. Tu commences ce soir. Ton chef d'équipe sera Ousmane. Tu lui obéis comme si c'était moi. » Ousmane était un homme d'une 50aine d'années, qui travaillait pour Maria depuis le début. Il a regardé Arthur avec méfiance. Il avait reconnu l'homme des journaux, mais un mot de Maria avait suffi. Il est l'un des nôtres maintenant, donne-lui sa chance. Les premières nuits furent un enfer pour Arthur, un enfer physique et psychologique. Son corps, habitué au fauteuil en cuir et au lit king size, hurlait de douleur. Frotter les sols, porter des seaux lourds, vider des centaines de poubelles, chaque muscle protestait. Il était maladroit, lent, inefficace. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation. Le premier contrat sur lequel il a travaillé était dans un immeuble de bureaux, un de ceux où il aurait pu, autrefois, avoir une réunion. Il portait l'uniforme de Maria propre, un simple bleu de travail. Il se sentait marqué au fer rouge. Une nuit, alors qu'il nettoyait les toilettes des hommes, un groupe de jeunes cadres est entré, riant et parlant de leur bonus. L'un d'eux l'a bousculé sans même s'excuser. Arthur est resté figé, la raclette à la main, le cœur battant à tout rompre. Il était invisible. Pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que cela signifiait. Il a pensé à Maria. Il a pensé à toutes les fois où il l'avait croisée sans la voir. La honte l'a submergée, plus forte que jamais. Il a failli tout abandonner ce soir-là. Rentrer dans la nuit, retourner à sa vie de misère. Mais quelque chose l'a retenu. L'image de Maria lui tendant un bol de soupe. La dignité qu'elle lui avait offerte alors qu'il n'en avait plus aucune. Alors il a serré les dents et a continué à frotter. Lentement, très lentement, quelque chose a commencé à changer en lui. Il a commencé à observer. Il a regardé Ousmane qui faisait ce travail depuis 20 ans avec une fierté et une méticulosité qui forçaient le respect. Il a écouté les conversations de ses collègues pendant les pauses, des histoires de famille, de soucis d'argent, de petits bonheurs, des vies réelles, compliquées et belles. Il a commencé à apprendre, pas seulement à nettoyer, mais à voir. Il a appris la satisfaction d'un travail bien fait, la beauté d'une vitre si propre qu'elle en devient invisible, la camaraderie simple d'une équipe qui travaille ensemble dans la nuit. Il a commencé à parler, à poser des questions. Il a appris le nom des enfants d'Ousmane. Il a partagé son maigre repas avec une jeune femme de l'équipe dont le mari était malade. Il devenait pour la première fois un être humain parmi d'autres. Le point de bascule est arrivé environ 2 mois plus tard. C'était l'épreuve la plus dure. Maria avait décroché un contrat pour nettoyer les bureaux d'une jeune start-up en pleine croissance. Le PDG était un certain David Nguessan. Un jeune homme qu'Arthur avait mentoré au début de sa carrière, avant de l'écarter sans ménagement quand il était devenu trop brillant, trop menaçant. David l'a reconnu immédiatement. Un sourire cruel s'est dessiné sur ses lèvres. Il a fait en sorte qu'Arthur soit chargé de nettoyer personnellement son bureau. Chaque soir, il laissait délibérément des saletés, renverser son café, juste pour le plaisir de voir son ancien mentor à genoux. C'était une torture psychologique. Mais un soir, alors qu'il était en train de polir la grande baie vitrée de ce bureau, il a eu une révélation. Il regardait à la lumière de la ville,
cette même vue qu'il avait eue depuis son trône au 32e étage. Il a vu son propre reflet dans la vitre, pas le reflet d'un PDG, ni celui d'un misérable, juste le reflet d'un homme qui travaillait, un homme qui survivait. Et pour la première fois, il n'a pas ressenti de honte. Il a ressenti une sorte de paix. Il a compris qu'il avait passé toute sa vie à construire une armure d'or et qu'il a fallu tout perdre pour découvrir qu'il y avait quelqu'un de vivant à l'intérieur. À cet instant, des larmes se sont mises à couler sur son visage. Pas des larmes de pitié, mais des larmes de libération. Il avait affronté sa plus grande peur, être un moins de rien, et il avait survécu. Il n'était pas un moins de rien, il était un homme qui nettoyait des fenêtres, et c'était suffisant. À partir de ce jour, le regard de David Nguessan n'a plus de pouvoir sur lui. Il faisait son travail avec une nouvelle dignité, une force intérieure que personne ne pouvait lui enlever. Mais alors qu'il trouvait enfin son équilibre, le monde de Maria, lui, menaçait de s'effondrer. Un de ses plus gros clients, un grand hôtel de la place, a menacé de rompre leur contrat. Une série de plaintes anonymes parlant de vol et de travail mal fait avait surgi de nulle part. Maria savait que c'était faux, mais elle n'arrivait pas à le prouver. Elle était désemparée. Perdre ce contrat signifierait la faillite. Elle devrait licencier tout le monde, incluant Arthur. Arthur a surpris une conversation téléphonique entre Maria et le directeur de l'hôtel. Il a entendu la panique dans sa voix, le désespoir qu'elle essayait de cacher. Il l'a vu raccrocher, le visage défait, s'asseoir à son petit bureau et mettre sa tête entre ses mains. Pendant un instant, l'ancien Arthur, le prédateur, a refait surface dans son esprit. Une voix cynique lui a chuchoté « Laisse-la tomber, ce n'est pas ton problème, chacun pour soi ». Mais cette voix était faible maintenant, presque inaudible. Une autre force le guidait. Il a regardé cette femme qui lui avait sauvé la vie, qui lui avait offert une dignité qu'il ne méritait pas. Et il a su qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il s'est approché doucement. « Maria ?» Elle a relevé la tête, les yeux rougis. « C'est un concurrent », a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Quelqu'un veut votre contrat ?» Elle a hoché la tête, surprise par sa perspicacité. « C'est Pro-Nettoyage. Leur patron essaie de me racheter depuis des mois. Il veut le monopole. » Arthur a senti une vieille flamme se rallumer en lui. Pas la flamme de l'arrogance, mais celle de la stratégie. Le champ de bataille avait changé, mais les règles du jeu restaient les mêmes. Laissez-moi voir le contrat, et toutes les plaintes. D'abord hésitante, Maria a fini par lui montrer les documents. Il les a étudiés toute la nuit. Son cerveau, autrefois dédié à la spéculation financière, se mettant en marche pour une nouvelle cause. Il a trouvé des incohérences. Les plaintes étaient trop similaires, formulées avec les mêmes termes. Les incidents signalés se produisaient toujours dans des zones sans caméra de surveillance. C'était un coup monté, mais brillamment exécuté. « Il faut une contre-attaque », a-t-il dit à Maria le lendemain matin. « Il faut le rencontrer. Le directeur de l'hôtel. »« Il ne veut plus me voir », a-t-elle répondu, découragée. « Alors il ne vous verra pas. Il me verra moi. » Le plan était audacieux, presque fou. Le climax de cette histoire s'est joué non pas dans une salle de conseil, mais dans le hall luxueux de cet hôtel. Arthur s'est présenté non pas en costume, mais dans son uniforme propre et repassé de Maria Ploepre. Il a demandé à voir le directeur, se présentant simplement comme Arthur, employé et représentant de Maria Diallo. Intrigué, le directeur l'a reçu. Face à cet homme puissant, Arthur n'a pas montré une once de son ancienne arrogance, ni de sa nouvelle timidité. Il était calme, concentré. Avec une précision chirurgicale, il a exposé sa théorie, point par point, étayant chaque affirmation avec les preuves circonstancielles qu'il avait rassemblées. Il a utilisé son ancienne éloquence, non pas pour manipuler, mais pour révéler la vérité. Il a terminé sa présentation en regardant le directeur droit dans les yeux. « Monsieur, la réputation de Maria Propre est la seule chose que possède sa fondatrice. Et c'est un capital plus précieux que tout l'argent de votre concurrent. » Le directeur, impressionné par cette démonstration de loyauté et d'intelligence, a promis de lancer une enquête interne. 2 jours plus tard, la vérité a éclaté. Un employé de l'hôtel avait été payé par Pro-Nettoyage pour déposer les fausses plaintes. Le contrat de Maria a été non seulement sauvé, mais renouvelé pour une durée plus longue. La tentative de sabotage s'était retournée contre son auteur. Ce soir-là,
Dans le petit bureau de Maria propre, l'ambiance n'était pas à l'euphorie, mais à une émotion plus profonde. Maria regardait Arthur avec de nouveaux yeux. Elle ne voyait plus l'ancien patron, ni l'employé en difficulté. Elle voyait un partenaire, un allié. Pour célébrer, elle n'a pas ouvert de champagne. Elle a fait ce qu'elle faisait de mieux. Elle a sorti 2 assiettes et a partagé avec lui son repas du soir. Un simple plat de thiéboudienne, le riz au poisson national. Ils ont mangé en silence, un silence confortable, plein de respect mutuel. C'est le rituel culturel le plus simple et le plus profond, le partage du pain, le partage de la vie. En le regardant manger, Maria a souri. Elle a dit doucement, en wolof, la langue de sa grand-mère, « Nit, nitai garabam ». Arthur a levé les yeux, interrogateur. Elle a traduit, sa voix empreinte de toute la sagesse de ce proverbe, « L'homme est le remède de l'homme ». À cet instant, Arthur a compris. Il a compris que la vraie puissance ne consistait pas à dominer les autres, mais à les guérir. Que la vraie richesse ne se trouvait pas dans un compte en banque, mais dans les liens que l'on tisse. L'explosion émotionnelle n'a pas été faite de cris ou de larmes, mais d'un simple hochement de tête. Un accord silencieux. Une reconnaissance. Ils n'étaient plus un patron et une employée, un sauveur et une victime. Ils étaient 2 survivants. 2 partenaires prêts à reconstruire, ensemble, quelque chose de nouveau. Pas un empire, mais une petite entreprise fondée sur la dignité et le respect. Une vraie richesse. Alors, quelle est la distance la plus grande? Te souviens de la question du début. La réponse, tu la connais maintenant. Ce n'est pas la distance entre les étages d'un immeuble, ni même celle qui sépare la richesse de la pauvreté. La distance la plus infranchissable, c'est celle qui sépare l'orgueil de l'humilité.